BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Et bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, à la fois sur 01 TV, vous le savez, 01net.com, la chaîne YouTube de 01 TV, et puis peut-être êtes-vous en train de nous regarder sur votre télé, sur les box SFR, Orange, Free et Fransat, et puis un petit coucou à tous ceux aussi qui nous suivent le dimanche matin sur BFM Business, radio et télé, c'est De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à la tech, donc avec tout à l'heure un sujet qui, perso, moi, me passionne, c'est le tourisme spatial. Où en est-on ? Vous allez voir du vol parabolique, en passant par le vol suborbital, et puis après le grand saut du côté de l'ISS. Alors évidemment, c'est pas le budget, mais ça existe aujourd'hui. Et on en parlera avec Antoine Monnier, qui est un journaliste que je reçois de temps en temps dans De quoi je me mêle et qui est passionnant sur ce sujet et qui est journaliste à la Chronique Spatiale. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment réagir, page Facebook de quoi je me mêle bien sûr, sur Instagram, sur Twitter avec le hashtag DQJMM. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et on commence avec le club de la presse IT, bien sûr. Nicolas Lelouch est là. Bonjour Nicolas. Bonjour François. Journaliste à 01net.com. Et c'est Gonzague d'Ambricourt qui est venu nous voir, qui a bravé le froid avec son vélo. C'est vrai. La réaction. Eh ben, écoute, réaction, ça pourrait faire fondre la neige et le verglas sur les pistes, que ce serait pas mal. Ça serait pas mal. Il faudrait que tu sillonnes toutes les rues parisiennes. Voilà, je vais m'y... C'est un peu compliqué. On est ravis de te retrouver. Avec plaisir. Voilà, blogueur, entrepreneur, passionné de nouvelles technologies et qui va, avec Nicolas, commenter l'actu de cette semaine. Et on va commencer par mon produit coup de cœur. Et je sais que toi aussi, il te plaît beaucoup. Oui. C'est un smartphone. Alors, on connaît les smartphones pliants, mais peut-être moins les smartphones qui s'enroulent. Et on a pu toucher, voir, manipuler un smartphone étonnant, Nicolas. C'est un peu une surprise d'ailleurs qu'on ait pu l'essayer parce que rappelez-vous, ça a été annoncé en novembre, on en avait parlé justement dans De quoi je me mêle, de ce smartphone à écran déroulant, extensible, je ne sais pas encore quel sera le terme officiel, moi je parie sur déroulant, mais on verra. Déroulant. Oui, smartphone déroulant, ça se déroule automatiquement, soit il n'y a pas d'action d'utilisateur à faire, mais à l'époque on en parlait comme un produit conceptuel qu'on ne verrait probablement jamais, et déjà on s'étonnait de voir des prises en main en Chine, on pensait que c'était faux, que le produit n'existait pas. Et finalement Oppo est tellement confiant qu'ils ont exporté ce smartphone conceptuel à l'étranger. Il n'y en a qu'un seul en France, donc c'est pas non plus un produit sur le point d'être commercialisé. Il y a un modèle en circulation en France, il va faire le tour d'autres pays européens justement à la rencontre de la presse. Mais le but justement d'Oppo est de vous montrer que cette technologie, elle existe. Et on a eu l'opportunité, tous les deux je crois, de l'essayer. On peut dire que c'est vraiment bluffant. On a en soi un écran de smartphone qui est on ne peut plus normal dans le sens où contrairement à un smartphone pliant où on sent qu'il y a un petit peu de jus entre les deux parties de l'écran, là on ne peut pas tirer sur l'écran. Tout est vraiment extrêmement bien maintenu. Voilà, c'est motorisé. Alors pour tous ceux qui sont avec nous à la télé ou en vidéo, vous voyez ces images qui sont, mais on a l'impression d'un truc magique, quoi. On croirait. Je trouve que c'est encore plus bluffant que le Fold de Samsung. Et en plus, alors on ne l'a pas eu assez en main pour se rendre compte si effectivement c'est un téléphone qui pourrait peut-être demain arriver dans notre quotidien, mais je trouve ce concept plus intéressant que le smartphone pliant en fait. Le concept il est plus intéressant parce qu'il a un côté transparent et moins encombrant, ça se fait vraiment plus intelligemment. Maintenant, le pliant est certainement celui qui a le plus d'avenir dans un futur proche, dans le sens où il est possible de le fabriquer en très grande quantité et sans doute de faire baisser les prix en dessous des 1 000 € dans les prochains mois. Alors que sur ça, on n'a aucune indication de la possibilité à la fois de le fabriquer et surtout à quel prix. Je pense que ça serait un prix monstre. Quand on pose la question à Oppo, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils bottent en touche sur toutes les questions. Oppo, ils sont assez simples là-dessus, ils disent assez clair là-dessus. Ils disent que ce produit ne sortira jamais, que c'est un concept à 100%, c'est assumé, mais que en soi la technologie chez eux, elle est considérée comme maîtrisée, donc on la verra. Quand, je ne sais pas. Moi, je ne serais pas étonné. Donc ce modèle-là n'existera jamais. Il n'existera pas. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il a beau être plutôt bien équipé, il n'y a qu'un seul appareil photo à l'arrière. C'est la preuve qu'il n'a pas vocation à être un vrai smartphone grand public. Je crois que le dos est en plastique aussi, justement, pour baisser justement le poids du produit et rendre plus facile sa prise en main. Mais tout ça, c'est pas quelque chose qu'ils feront sur un produit ultra haut de gamme. Mais il y a plusieurs possibilités. Soit c'est à l'horizon de plusieurs années, avec un produit qui est vraiment grand public, soit, et c'est peut-être, je pense, vers ça qu'on va se diriger, vu le succès qu'est en train de rencontrer ce produit dans la presse, à peu près tous nos confrères qui ont pu l'essayer sont d'accord avec nous, c'est super. Je pense que Oppo va être tenté de sortir un téléphone à écran déroulant, un téléphone qui peut devenir une tablette
de lui-même dans les prochains mois, mais sans doute à un prix complètement délirant en visant un public ultra élitiste. Gonzague. Mais moi, je trouve que c'est génial. Franchement, c'est marrant parce que de base, je suis pas trop emballé par tous ces concepts d'écran et on aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'on a, et pour le coup, vous avez eu dans les mains un produit de science-fiction. Complètement. T'as l'impression de voir une 3D quand le truc s'étend dans ta main. Ouais, t'as l'impression, tu dis, où est le plugin Photoshop, quoi. Non, où est-ce que vous l'avez sorti, le machin? Franchement, voilà. Donc j'ai été bluffé par la vidéo et l'article que j'ai lu sur le produit. Je trouve ça. Bon, après, il y a toutes les limites que vous avez aussi évoquées, à savoir comment ça se passe quand il tombe, comment ça se passe s'il pleut, s'il y a des saletés qui entrent dans le mécanisme, etc. Mais la réalisation pour un produit à si petite quantité de production est bluffante. J'adore. C'est absolument. Et ce qui est assez fort, moi j'aime bien ces petits soucis du détail. En fait, déjà, ce qu'il y a à prendre en compte, c'est comment ça fonctionne. Je pense qu'il faut l'expliquer parce que pas tout le monde comprend. On peut se dire c'est magique ce truc. En fait, un des bords de l'écran est incurvé. Et contrairement aux autres smartphones où l'incurvation s'arrête là, en fait, là, il y a une sorte de trou dans l'écran qui permet à l'écran de s'enrouler derrière. Sauf que ça, on le voit pas parce que nous, on a un vrai dos à l'arrière. Sauf que quand vous appuyez sur le bouton sur le côté, l'écran va s'étirer sur la largeur pour permettre à ce qu'à l'arrière d'apparaître devant. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est sûr qu'il y a plein de limites, on peut se demander ce que ça va donner sur le long terme, mais c'est absolument bluffant. Et ce que j'adore, c'est ça que je voulais dire, c'est que sur le logiciel, Oppo a créé des petites animations qui permettent de donner l'impression que l'écran s'agrandit visuellement. Donc quand vous élargissez une vidéo, il y a une sorte de flou d'arrière-plan qui va apparaître à l'image, qui permet de vous donner l'impression que ça s'agrandit, et c'est super. Après, on va clôturer là ce sujet parce qu'on a beaucoup de choses aussi à évoquer, mais il y a tout l'aspect soft aussi. Il faut un Android spécifique pour ça, et ça, c'est une autre paire de manches. Bien sûr. Après, on peut partir du fait que les applications tablettes seront celles que vous aurez en écran étendu, et les applications smartphone. Donc, c'est pas non plus tout à refaire, mais il va évidemment falloir travailler beaucoup de choses. Donc, c'est des débuts, mais c'est extrêmement prometteur. Franchement, moi, je suis comme Gonzague, scotché par cet appareil, c'est incroyable. Toujours dans ces smartphones un peu bizarres, qui se plient, qui se déplient, qui s'ouvrent, eh bien, il y a le Surface Duo, Nicolas, qui arrive en France, ça y est. Oui, c'est bizarre, c'est le mot, parce que c'est quand même très étonnant comme proposition, le Surface Duo de Microsoft. Il sera disponible la semaine prochaine, le jeudi 18 février, donc ça arrive très vite, à un prix, on va commencer par ça, parce que je pense que ça va vous permettre très vite de vous dire, ok, je ne l'achèterai pas, 1549 € minimum, 1649 € si vous voulez la version avec 256 Go de stockage. Rappelons-le, le Surface Duo, c'est un appareil très bizarre, qui est tout petit, qui a 2 écrans, qui est très très fin, qui peut se plier comme un livre un peu dans tous les sens, qui vous permet donc de le poser façon temps, de le poser sur une table. L'idée, c'est d'avoir 2 écrans pour être plus productif. Maintenant, là où c'est très étonnant, c'est que ça a été annoncé il y a 2 ans quasiment, c'est sorti l'automne dernier aux États-Unis, et il n'y a pas eu d'évolution dans les caractéristiques techniques depuis. Donc on se retrouve avec un processeur qui a quasiment 3 ans, avec pas d'appareil photo à l'arrière, on n'a qu'un seul appareil photo frontal de 11 mégapixels qui a priori ne serait pas très bon. Il y a plein de choses comme ça, pas de 5G. Donc on peut se dire, est-ce qu'à ce prix-là, on est vraiment sur quelque chose de révolutionnaire? J'en doute. On l'a reçu en test à 01net.com, donc on vous dira tout ça si tout va bien la semaine prochaine quand on aura avancé. Je trouve le concept très sympa. Mais j'ai un petit peu peur que ce soit encore trop tôt pour trouver son public et que Microsoft se tire une balle dans les pieds. Et Gonzague, en plus, c'est un produit Microsoft sous Android. C'est ça qui est... Ouais, c'est vraiment très compliqué. Je pense qu'on voit depuis des années que Microsoft cherche à trouver quel angle adapter et garder entre l'avènement des processeurs ARM, parce que là aussi ils se disent tiens, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ils ont essayé, ils ont fait Surface sous ARM, les smartphones où on s'est dit... et là, tu es quand même à mi-chemin entre un smartphone et un ordinateur. Qu'est-ce qu'on en fait? Et effectivement, avec ce prix très élevé, d'ailleurs c'est le prix des smartphones les plus haut de gamme du marché, et des performances qui seront peut-être anémiques en relation avec ce qui se fait aujourd'hui dans le secteur, c'est peut-être un peu compliqué. Et d'ailleurs, les premières reviews américaines ont été catastrophiques. Elles n'ont pas été bonnes dans Microsoft. Après, moi, j'ai pu discuter avec des représentants de l'entreprise avant de récupérer mon exemplaire de test. Et eux, ce qu'ils disent, c'est que ce produit ne se destine pas du tout au grand public, mais aux fans de technologie, à ceux qui veulent l'avoir à tout prix. Et que voilà, dans le futur, ça sera sans doute meilleur. Mais et attention, l'écran n'est pas plié. Je ne sais pas si on l'a bien précisé. Ce sont deux écrans avec une charnière au milieu. Et c'est deux écrans entourés de bordures plus grosses que celles du premier iPhone. C'est aussi le truc qu'il faut prendre en compte. C'est très étonnant de voir ça sur le marché aujourd'hui. Ouais, on ne sait pas trop pourquoi Microsoft s'aventure en fait dans ce domaine-là. Mais écoutez, on essaiera d'en savoir un petit peu plus. Gonzague, puisqu'on est dans les écrans un peu, j'allais dire chelou, mais non, on va pas dire puisqu'on est dans les écrans un peu chelou, c'est assez marrant. J'ai Lenovo qui m'a prêté le ThinkPad X1 Fold. Alors vous l'avez déjà eu dans l'émission et c'est rigolo parce que pour moi c'est vraiment la première fois que j'utilise une machine dont l'écran se plie.
Ouais. Donc on le voit bien pour le coup, et c'est toute la différence avec le smartphone d'Oppo, c'est que quand tu as la pliure, tu as vraiment des marques ici dans l'écran. Et c'est assez rigolo parce que du coup, ça fait plusieurs trucs en un. Ça fait quand même un ordi que tu peux utiliser comme ceci. Je ne sais pas si on le voit d'ailleurs. Voilà, que tu peux installer comme ça et utiliser en accessoire avec son clavier dans ce sens-là. Tu peux venir mettre le clavier pour recouvrir dessus et ça te fait un demi-ordinateur. Ou tu peux l'utiliser en tablette dans ce sens-là. Donc c'est marrant. Après, c'est très cher. C'est une machine qui coûte plus de 2 000 €. Donc là aussi, il faut investir. Et c'est sans les options sympas, parce que si tu veux la 5G et tout ça, il faut rajouter. Si tu veux le clavier, c'est une option. Si tu veux le stylet, c'est une option. Donc je ne sais pas si ça trouvera son public aujourd'hui. C'est peut-être pareil. Et d'ailleurs, tu vois, là, il bug. Il s'est coincé dans ce format où c'est censé prendre tout l'écran, mais ça ne le fait pas. Et, ah bah attends, si tu payes ça 2 000 €, il faut qu'il y ait des bugs aussi, autrement c'est pas drôle. C'est pas drôle, sinon, et pour tous ceux qui sont avec nous, enfin qui nous écoutent en audio, comment vous expliquez ce que c'est? Donc, c'est un peu comme un livre, un espèce de livre qui ferait la moitié d'une page A4, que tu peux ouvrir en deux, du coup. Voilà, et dedans, il y a un grand écran. Voilà, un grand écran. Ça fait genre 13 pouces, avec une machine qui se plie, l'écran se plie. Ouais, qui se plie uniquement dans un sens, uniquement pour le fermer ou le réouvrir, que tu peux aussi maintenir en position moitié ouverte. Donc tu le poses. Et ça tient, pour le coup, il y a suffisamment d'équilibre. Mais c'est vrai que c'est une machine qui cherche encore peut-être d'une part son public, une finition qui pourrait être améliorée. Ça, je crois que... Alors, c'est sous Windows? Ouais, c'est sous Windows 10. Avec de l'Intel à l'intérieur et tout ça, mais visiblement, il y a un processeur un peu anémique. Enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus puissant. C'est un i5 qui n'est pas une fusée. Et donc, il y a une couche logicielle rajoutée par Lenovo pour faire l'adaptation de l'écran selon quelle est la position de la machine, pour comprendre est-ce que tu as mis le clavier. Dans ce cas-là, on doit afficher que la moitié. Dans quel sens tu le tiens, etc. C'est bon. Encore une fois, alors on vit une période, et c'est vrai que nous, c'est passionnant, parce qu'on voit qu'il y a des trucs qui marcheront jamais, mais l'avantage, c'est que ça, en voyant ce type de choses, c'est aussi très important pour ces marques-là, parce que en termes d'image, mais aussi de laboratoire, pour se dire, tiens, allez, on annule ça parce que ça marchera jamais. Tiens, en revanche, il y a une appétence pour les écrans roulables. Oppo, peut-être, va sortir dans un an un téléphone qui sera avec cette technologie. Donc, tout ça, c'est passionnant, bien sûr. C'est sûr. Nicolas, Xiaomi aussi, qui a fait pas mal d'annonces ces derniers jours, avec toujours cette volonté de casser les prix sur la technologie. Toujours avec Xiaomi. Alors, ils font ça sur à peu près tout, soit sur le smartphone maintenant, ou plutôt ils essayent d'augmenter les prix. C'est plutôt la stratégie inverse. Ouais. En l'occurrence, on aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines, donc je vais aller vite sur le Mi 11, qui est leur nouveau smartphone haut de gamme. On le connaissait déjà, il avait déjà été montré en Chine. C'est le premier smartphone avec un processeur Snapdragon 888. Qui est le top du top. Qui est le top du top dans l'univers Android. Pour l'année, ça sera vraiment le smartphone. Il n'est même pas sur le S21 version américaine? Si, il est sur le S21 version américaine, mais il a été annoncé avant le S21 en Chine, donc techniquement, il lui a piqué le titre de premier smartphone avec un processeur Snapdragon. Donc, du coup, ce Mi 11, il va arriver en France. Ils vont annoncer le prix la semaine prochaine. Nous, selon les indiscrétions qu'on a pu obtenir, ça sera 799 € en France. Donc, ça sera un peu plus cher que dans les autres pays européens. On verra pourquoi Xiaomi justifie ça. Cela dit, s'il est à ce prix-là, pour avoir le top du top mais du justement, processeur... c'est tout le problème. C'est que c'est pas le top du top. Celui-là, il succède au Mi 10. Il y avait un Mi 10 Pro, rappelez-vous. Et ça, Xiaomi, ils n'ont pas oublié. Donc, pour éviter que tout le monde parle du prix à 1 000 € du nouveau Xiaomi Mi haut de gamme, ils commencent par celui-là et plus tard, il y en aura d'autres. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y en aura deux autres. Il y aura un Mi 11 Pro et un Mi 11 Pro Plus. Parce qu'on adore faire des noms à rallonge dans le milieu de la tech. Je ne sais pas trop quelles seront les fonctions, pour être honnête. C'est juste qu'il y en aura deux autres. Mais normalement, on devrait avoir des prix beaucoup plus élevés à ces endroits. Oui, ça serait l'équivalent du S21. J'allais dire entrée de gamme, mais... Ça, on peut dire ça en réalité. Il n'y a pas de zoom sur le Mi 11 par exemple. Ils vont réserver ça aux pros, donc ça reste voilà, un smartphone haut de gamme intermédiaire, et parce que Xiaomi essaye de casser les prix. En revanche, pour la télé, là, c'est sympa. Et c'est là que c'est intéressant. C'est que vous savez, Xiaomi s'est lancé dans le... Bon, ils sont sur les télés depuis longtemps en Chine, puisqu'ils sont sur tout en Chine. on peut résumer cette marque comme ça. Mais ils sont sur le marché de la télé en Europe depuis quelques mois maintenant, avec des produits plutôt d'entrée de gamme, qui coûtent pas cher du tout, qui sont pas incroyables, mais bon, qui ont un plutôt bon rapport qualité-prix. Et là, ils attaquent le haut de gamme, et avec le prix, ça fait très très mal. Le premier téléviseur haut de gamme, il s'appelle le Mi TV Q1. Q parce que c'est du QLED.
Donc c'est une dalle Samsung, hein, on peut imaginer ça, avec de l'HDMI 2.1, avec du Dolby Vision, de l'HDR10+, avec Google Assistant qui fonctionne sans la télécommande. Vous pouvez solliciter OK Google et ça va fonctionner directement sur la télé. Donc on est sur du haut de gamme avec une très bonne dalle. La taille, c'est du 75 pouces. Et c'est du QLED, hein. C'est du QLED, oui, tout à fait. Et si on compare en fait sur le marché ce que font les autres constructeurs en QLED à 75 pouces, vous êtes aux alentours des 3 000 voire 4 000 euros sur le ultra haut de gamme. Avec Xiaomi, on a un prix d'appel à 1 299 euros. Donc c'est moins cher que certaines télés 55 pouces ailleurs sur du QLED haut de gamme. Et surtout, vous avez un prix de lancement qui est à 999 euros. Donc là, si vous voulez une très grande télé pour chez vous, j'ai envie de vous dire attendez les tests quand même parce qu'on sait jamais, on peut avoir une mauvaise surprise, mais quand même à 999 euros, on prend pas trop le risque d'être déçu. Oui. C'est vrai que c'est vraiment un super rapport qualité-prix pour du QLED et pour toutes ces options en fait, parce qu'on trouve aujourd'hui des télés à 1 000 euros, 75 pouces, mais c'est pas du QLED, c'est pas du HDMI 2.1, c'est pas toutes les normes HDR. Exactement. Là, on a les toutes dernières technos. C'est intéressant, hein, Gonzague. Toi, je sais que tu aimes beaucoup, comme moi, les belles télés, les belles images. J'ai beaucoup cherché avant d'investir sous tes bons conseils dans une très belle LG OLED, mais qui coûte 2 000 euros. Et là, elle fait 65 pouces. Elle fait 65 pouces. Donc là, tu obtiens une 75 pouces. Et si tu la précommandes maintenant pour 1 000 euros environ, c'est bluffant. C'est bluffant. Et effectivement, avec beaucoup de techno embarqués. Et même si la qualité n'est pas le top du marché, tu peux te dire que pour 1 000 euros, j'ai eu une télé d'une taille complètement dingue. Enfin, il n'y a pas grand monde qui a des télés 75 pouces à la maison. Hein. Déjà, 65, c'est quand même pas. Il y a encore quelques années, ça coûtait 10, 20 000 euros une télé 75 pouces. Non, donc ils ont vraiment démocratisé certaines choses dans la technologie et je trouve que c'est pas mal. Je suis curieux de l'avoir. Voilà, Android TV, enfin, on a tout ce qu'il faut pour. On ne peut pas être trop déçu. Il y a des chances, évidemment. La qualité sera peut-être pas aussi bien que sur un Samsung QLED. Comme l'équivalent coûte 3 000 euros chez Samsung. Bon, pour 3 fois moins, tu peux pas vraiment te plaindre. Et rappelons qu'il y a aussi des personnes qui achètent des téléviseurs sans vraiment regarder les caractéristiques ou la calibration de l'écran. Ils veulent regarder la TNT globalement, ou regarder des séries sur Netflix, de temps en temps jouer, les matchs de foot. Et là, 75 pouces à 1 000 euros en QLED, on risque vraiment d'avoir. Et puis c'est rare aujourd'hui d'avoir des télés mauvaises, quoi, avec de mauvais traitements vidéo. C'est sûr que voilà, Samsung, Panasonic, LG tuent tout à l'excellence, Sony aussi, mais franchement, après, voilà, au-delà des yeux, des regards experts, franchement, les télés sont vraiment très très bonnes aujourd'hui. Un mot sur la 5G. On voit aussi que la bataille de la couverture 5G n'est pas prête de s'arrêter. Hein. On voit que les opérateurs se battent à coups de communiqués de presse pour couvrir le plus de villes possible. Oui, c'est ça. Lundi, Bouygues Telecom annonce être le premier à couvrir la ville de Bordeaux. Mardi, SFR annonce que lui aussi couvre la ville de Bordeaux. Voilà, c'est de la communication, c'est logique. C'est pas tellement surprenant en soi parce que Bordeaux, c'était une des villes pilotes pour les tests 5G. Il y avait une autorisation de l'ARCEP. Donc du coup, avant même que la 5G arrive en France, les testeurs pouvaient tester, jouer avec la 5G à Bordeaux. Le problème, c'est que la municipalité, elle n'était pas d'accord avec la 5G, elle bloquait. Donc du coup, ils n'ont pas pu la lancer alors que les antennes étaient déjà là, que le réseau tournait. Donc c'était un petit peu dommage en soi pour les habitants technophiles de Bordeaux. Là, ça y est, c'est disponible. D'ailleurs, la mairie a gueulé, je pense. Hein, j'ai l'impression. C'est ça le truc, c'est que ça va être très rapide sur cette partie parce qu'on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas si c'est la mairie qui a débloqué la situation. On ne sait pas s'il y a eu un recours. On ne sait pas du tout. C'est juste, il y a eu un feu vert. Donc, tant mieux. Ça avance, mais je ne saurais pas vous dire aujourd'hui ce qui s'est passé. Et Paris, toujours pas. Paris, toujours pas. C'est toute la folie du truc. On a annoncé, Xavier Niel avait annoncé d'ailleurs sur ton plateau le soir là, sur BFM Business. Il avait annoncé que ça allait être fin février, je crois. Oui, c'est ça. Bah non, toujours pas, a priori. Ça pourrait cela dit, on n'est pas fin février, on est le 11, on lui laisse encore 2 semaines. D'après certaines rumeurs, ça serait plus tard. Donc on verra. Je crois que Stéphane Richard a parlé du printemps. Donc on verra. Hein, c'est pas pour de suite. Ouais. Moi, ça me laisse complètement dubitatif. Et tu passes le périph' et poup, il y a l'icône 5G qui s'affiche sur ton téléphone. Oui, parce que toutes les communes limitrophes parisiennes, elles sont actives. Et pour l'instant, il y a toujours ce moratoire sur la 5G. On ne sait pas pourquoi ça bloque. C'est politique qu'autre chose. Oui, mais bon, finalement, pendant ce temps-là, alors évidemment, on vit une période un peu bizarre, mais on perd en compétitivité, mine de rien, parce que franchement, on envoie une image qui n'est pas forcément super positive à l'étranger, en se disant, regardez, à Paris, ils ne veulent même pas mettre la 5G parce qu'ils ont peur de quoi. On ne sait même pas, en plus, on ne sait même pas
On est sur le même syndrome que les vaccins, c'est-à-dire que tant que c'est pas disponible, personne n'en veut, et puis dès que c'est disponible, tout le monde veut l'avoir. Tout le monde veut l'avoir. Il y a des chances que ça fasse ça. Ouais, mais on va finir par c'est un peu fatigant tout ça quand même. Oui, et d'ailleurs j'en profite pour un petit instant promo pour vous annoncer que sur 01net, on vous prépare un grand dossier comparatif de la 5G des 4 opérateurs dans une grande ville. Voilà, ça sera dans les prochains jours, prochaines semaines. Ouais, ça va. On verra. Mais... Et alors, rassure-nous, au niveau sanitaire, t'as pas mal à la tête quand tu fais tes tests 5G? Non, alors j'en ai pris de la 5G. Hein. Ça va. J'ai les 4 opérateurs. Il a l'air en forme, enfin, je veux dire. Ça a l'air d'aller. Il est très connecté. Il fait des speed tests toute la journée. J'ai pas l'impression que ça lui ait changé quoi que ce soit. Ça va. Bon, voilà, c'est rassurant. Évidemment, on reviendra sur ce dossier 5G. On va parler maintenant de Tesla et évidemment en pointillé d'Elon Musk, qui est le porte-parole de Tesla et qui est porte-parole de plein d'autres choses aussi, et qui est fan du Bitcoin visiblement, Nicolas. Oui, il aime bien le Bitcoin, on le sait, c'est sa passion de tweeter des choses sur le Bitcoin, de faire fluctuer le cours. Bon, enfin, quand on est le deuxième homme le plus riche au monde, on peut avoir comme passion le Bitcoin. Oui, après c'est un passe-temps pour lui, je pense qu'il fait des gros investissements, il voit son argent monter, descendre, il est mort de rire sur Twitter, voilà. et voilà, ça l'amuse. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on se dit, est-ce que derrière le côté Elon Musk qui fait des blagues avec le Bitcoin, est-ce qu'il n'y avait pas un gros plan depuis le début justement pour augmenter la valeur? Parce qu'on a appris cette semaine que Tesla avait investi 1,5 milliards de dollars dans le Bitcoin, donc c'est quand même immense pour une entreprise, et surtout que Tesla allait bientôt permettre aux gens d'acheter des voitures avec du Bitcoin. Donc ça serait une première pour un constructeur automobile. Et quand on sait que le coût du Bitcoin en ce moment c'est entre 45 et 50 000 $, c'est ça. Vous avez une Tesla pour un Bitcoin. Et surtout qu'à la suite de cette annonce, le Bitcoin a pris 15%. Après avoir déjà pris une dizaine de pourcents parce qu'Elon Musk avait fait des tweets les semaines précédentes. Ouais, c'est ça, il a mis hashtag Bitcoin dans sa bio sur Twitter, donc son descriptif. Le Bitcoin a pris 15-20%. Et après, ils ont eu ce communiqué qui annonçait le fait que Tesla avait acheté 1,5 milliard de dollars de Bitcoin. Et c'est encore repris. Donc, t'imagines, c'est le meilleur investissement qu'une boîte ait jamais fait en quelques jours. Prendre autant de valeur, et puis tu revends juste après. C'est de la spéculation, là. Tu fais 15%. C'est de la spéculation. Après, mais d'ailleurs, ça pose des questions, même, on va dire, réglementaires, finalement. Parce que, est-ce que c'est pas le coût du Bitcoin n'est pas artificiellement boosté par un gros influenceur qui est Elon Musk? Est-ce que ça peut... Enfin, je sais pas. En tout cas, philosophiquement, je trouve que ça pose des questions. Finalement. La difficulté avec ça et avec ce qu'on a aussi vu avec Robinhood et je sais que vous avez peut-être suivi Wall Street Bets, donc les Robinhood qui est un système qui permet très facilement en fait d'investir, d'acheter donc des actions entre autres. C'est que là-dedans il y a des très gros joueurs comme Elon Musk et des gens qui peuvent perdre de l'argent sans être à la rue. C'est pas très grave. Et d'autre part d'autres qui vont suivre ce qu'ils prennent pour un conseil. Et d'ailleurs, c'est en fait très très encadré le fait de donner des conseils en termes de bourse et d'investissement. Oui, parce que ça peut avoir des conséquences dramatiques pour des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui peuvent se retrouver ruinées. Des histoires très positives de gens qui ont investi toutes leurs dettes d'étudiants, donc parfois 10 000, 20 000 $ et qui ont doublé la mise, mais d'autres qui ont fait tout le contraire et qui ont tout perdu. Donc il faut quand même être raison gardée. Oui, il y a des belles affaires à faire, mais c'est pas toujours pour les gens qu'on croit. Donc, parfois, on a l'impression que c'est pour le petit peuple, mais ça profite énormément à Elon Musk. 1,5 milliard de dollars qui ont pris 15%. Mais vous savez qu'il y a des organismes financiers, j'en parle de temps en temps dans Tech & Co sur BFM Business, qui prévoient d'ici 1 an ou 2 que le cours du Bitcoin dépasse les 150 000 $. C'est incroyable. Donc effectivement, quand il y a des organismes financiers, je crois que c'est JP Morgan qui dit ça, c'est pas des rigolos, ces gens-là. Quand ils vous disent ça et qu'aujourd'hui il est à 45 000, il y a plein de gens qui se disent bon allez, je vais gratter les fonds de tiroir et je vais investir pour essayer de spéculer. Mais malgré tout, c'est pas une monnaie. Et Christine Lagarde l'a encore dit hier ou avant-hier, ce n'est pas une monnaie. Voilà. Alors ça, et puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à la bourse depuis le confinement. Et la bourse et le Bitcoin ont en commun d'avoir des variations qui sont extrêmes et qu'il faut être capable d'absorber. Qui sont fascinantes. Si tu as mis beaucoup de tes économies dans quelque chose et que demain, ça perd 20%, tu t'inquiètes, tu vends, tu as perdu 20%. Alors que peut-être que ça va reprendre derrière. Mais donc, il y a ce côté nouveaux investisseurs qui peut être un peu effrayant. Et j'invite les gens à la prudence quand même sur ce genre de choses. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et puis le Bitcoin, c'est très, très énergivore. Oui, donc c'est vrai que le problème des transactions Bitcoin, c'est que ça consomme énormément d'électricité. Donc c'est intéressant de ne pas focaliser que sur cette crypto-monnaie,
parce qu'il y en a d'autres qui consomment beaucoup moins d'électricité pour fonctionner. C'est vrai qu'Elon Musk se fait beaucoup critiquer sur ce point, c'est bien que tu le soulignes Gonzague, parce que Tesla, c'est tout le message écologique, de mettre fin à la voiture à essence, de vraiment être dans une énergie verte, et tous ces investissements en Bitcoin, toute cette folie qu'il a avec les crypto-monnaies, elle consomme énormément, donc on lui reproche beaucoup de jouer justement avec des messages qui sont contradictoires. Nico, pour terminer rapidement, un mot sur une fuite d'Android 12. Alors on ne sait pas si c'est une vraie fuite, enfin en tout cas si c'est quelque chose qui se confirmera, avec un Android 12 qui change de design. C'est un peu une surprise, on ne s'y attendait pas trop et les images sont très étonnantes. Ça serait des images qui viennent d'un document interne de Google, donc ça laisse entendre que c'est vrai. Maintenant, est-ce que les images correspondront à la réalité ? C'est pas sûr. Entre-temps, il peut y avoir des évolutions. Mais en tout cas, ça montre en effet qu'après 2 ou 3 versions d'Android qui se ressemblaient, avec des évolutions très légères, Google va vraiment changer beaucoup de choses avec cet Android 12. Il y a 2 inspirations, c'est iOS et One UI de Samsung, je trouve. One UI dans le sens où tout va être très espacé. Il va y avoir beaucoup plus de vide, par exemple, dans le champ de notification qu'auparavant, des icônes plus gros. Donc le but sera peut-être de faire une interface plus simple à utiliser. Et iOS parce qu'ils vont récupérer beaucoup de fonctions qui ont fait le succès de la dernière version d'iOS 14. Parmi elles, les widgets, vous allez me dire, Android il les avait bien avant, mais là il y aurait un tout nouveau gestionnaire de widgets, beaucoup plus simple, avec des nouvelles formes, avec moins justement de complications qu'auparavant, des nouveaux widgets liés aux conversations. Il y aurait au passage un gestionnaire de thèmes pour changer ses icônes. Là aussi, c'est une conséquence indirecte d'iOS 14, on en avait parlé, c'était les gens qui s'amusait à personnaliser leurs icônes. Android va certainement l'utiliser pour en faire un vrai marché et pour le faire de manière un petit peu plus officielle. Il y a des petits interrupteurs là, tu sais, pour activer ou désactiver des fonctionnalités qui sont exactement les mêmes que ceux d'iOS. Oui, complètement. Oui, ils ont l'air de récupérer. Il y a vraiment un rapprochement du design entre les deux. Et il y aurait aussi cet indicateur de vie privée qui vous dit si votre caméra ou votre micro est en cours d'utilisation. Et ben voilà, Gonzague, on va attendre, on va voir. Peut-être qu'avec le Pixel 6, on aura iOS 14 sur le téléphone, ce qui serait quand même une information assez courageuse. Non, mais c'est pas étonnant. Les marques n'ont de cesse de s'inspirer des bonnes pratiques des unes et des autres, et ça marche dans les deux sens. Si Samsung sort un truc très intelligent, il est probable que d'autres marques comme Apple le fassent. Si Apple a réussi à faire quelque chose qui tient de la masterclass en termes d'ergonomie, pourquoi pas Et je pense que pour Android, l'idée c'est de se rapprocher au maximum d'iOS. Pour qu'il y ait un switch plus facile qui puisse se faire entre les utilisateurs d'iPhone et ceux d'Android. De façon assez, je ne sais pas si c'est intentionnel, mais si tu fais 2 interfaces qui se ressemblent énormément, est-ce que les gens qui ne sont pas initiés, un peu comme l'achat de télé, feront la différence ? Est-ce qu'ils sauront ce qu'ils ont acheté ? Ça ressemble à l'iPhone et tout, etc. Et voilà, c'est ça. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Nicolas Lelouch, 01net.com et Gonzague d'Ambricourt. À très vite, Gonzague. Merci d'être venu. Vous restez avec nous, le tourisme spatial dans un instant avec Antoine Meunier. On verra que à partir de 6 000 €, on peut se faire quelques petites sensations. Mais vraiment dans les airs. On en parle dans un instant. À tout de suite. Donc 01 TV et puis sur BFM Business. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.